bonjour à tous, bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, je reçois Alban Husnet de Blablacar. Salut Alban, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Salut Xavier et salut à tous. Bien sûr, donc je m'appelle Alban, je travaille chez Blablacar depuis 8 ans et demi maintenant et je fais partie de l'équipe RH chez Blablacar. Je m'occupe de différents pôles, notamment de marque employeur, recrutement, sujet de culture et d'engagement et de diversité chez Blablacar. Cool. Donc merci beaucoup de venir sur Génération Remote. Et aujourd'hui, on va parler de la migration de Blablacar vers du télétravail. Vous avez commencé en 2019 à partir sur un mode de fonctionnalité plutôt hybride. Est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que quel genre de télétravail, enfin, pardon, quel mode de travail vous aviez avant? Ouais, Pourquoi est-ce que vous avez choisi de changer et quel mode de travail vous avez maintenant? ok. Et ben écoute, carrément, j'ai oublié de partager, mais je suis moi-même une manager en full remote, donc voilà, Ok. pas mal de tips aussi à donner avec ce rôle-là. Euh, donc peut-être juste avant de répondre à ta question, je voulais juste clarifier parce que c'est vrai qu'on entend notion de remote, télétravail, Ouais. work from anywhere, donc voilà, travailler un peu de partout, etc. Donc juste pour bien clarifier ce qu'on a aujourd'hui chez Blablacar et après ravi d'expliquer un petit peu la genèse de, ce, de cette migration vers un setup qui soit remote friendly comme on l'appelle chez nous. Ok. Euh, donc ce qui est important, c'est que nous, ce qu'on entend par remote, c'est la possibilité de travailler donc en remote dans le pays de l'entité légale en fait avec laquelle on a son contrat de travail. Ok. Donc typiquement, je sais que c'est aussi assez en vogue de pouvoir voilà travailler, d'être basé en Pologne et de Ouais. travailler depuis l'Amérique du Sud, etc. Nous, c'est pas quelque chose qu'on propose aujourd'hui. Donc c'est voilà un peu plus limité, mais quand même on le verra assez très flexible. Et Une donc du question coup, là-dessus. oui, Est-ce que vous proposez pas ça pour des raisons logistiques, des raisons légales, un peu de tout? Pourquoi est-ce que vous êtes ouais, contraint un peu sur le pays? ouais. Alors c'est plutôt effectivement pour des raisons légales, juridiques, de Ok. par en fait le modèle de nos entités légales. On peut pas nécessairement permettre à tout type de profil, on va dire, et de métier de s'organiser comme ça. Ok. Donc, on verra par la suite. Je sais que c'est une demande importante, mais voilà, c'est pour clarifier aussi Ouais, c'est euh, cool. ce point-là. Et donc, du coup, aujourd'hui, les deux modèles qu'on propose, donc il y a un modèle qu'on appelle donc full remote, donc qui est accessible pour n'importe quel employé en CDI ou en CDD. Donc, c'est Ok. assez simple, on sait faire une demande à son manager pour être en full remote. On a uniquement deux métiers qui nécessitent une présence sur site qui sont pas éligibles. Mais voilà, 99% des métiers le sont chez Blablacar. Euh, donc voilà, donc aller travailler partout d'où on veut en France, Ok. aucune restriction. Et l'autre modèle, c'est un modèle qu'on appelle hybride, qui est aussi très flexible. Donc c'est plutôt des personnes qui habitent autour du bureau, donc notamment Paris pour la France. Et en fait, il va organiser sa présence au bureau un peu selon ses souhaits et l'organisation de l'équipe. Donc ça peut être un jour par semaine, voire un jour toutes les 2 semaines, voire un jour toutes les 3 semaines, jusqu'à Ok. 5 jours par semaine. Donc c'est voilà quelque chose qui est très flexible et c'est du coup le modèle qu'on a mis en place. Ok. Et du coup, pour revenir à ta question initiale sur pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place et notamment avant le Covid, euh, donc en fait en donc ça remonte à janvier 2019. À l'époque, on avait des enjeux de recrutement extrêmement forts, notamment pour notre équipe tech, notre équipe Ok. engineering. Je me souviens plus, mais c'était peut-être 150 développeurs à recruter à ce moment-là. Et c'est Ah oui. vrai que Ok. le marché, l'écosystème, on va dire, de recrutement des talents tech était hyper compétitif. Toutes les Ouais, ouais. scale-up tech, voilà, voulaient recruter les meilleurs développeurs et développeuses de la place. Et donc, du coup, à ce moment-là, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut vraiment voilà, innover, proposer quelque chose d'attractif pour ces talents-là
Et on avait aussi beaucoup de talents un peu seniors qui nous disaient, bah non, moi je veux bien, mais par contre, basé depuis Nantes ou basé depuis Bordeaux, Ouais. etc. Et donc, du coup, c'est ce qui nous a incité à faire ce virage-là. Donc, au début, qui était limité à cette population-là. Donc, autant on avait des employés de cette équipe qui ont commencé à partir dans un setup full remote que à recruter ces profils-là. Donc, pour nous, ça a vraiment été Ok. voilà, la jeunesse de ce projet-là et de ce nouveau Ok. programme. Donc vraiment sur l'attraction de talent et des Ouais, profils un peu compliqués. C'est vrai que les devs en 2019, c'était plus difficile à recruter que maintenant, j'imagine. clairement. Ouais. Euh, et c'est intéressant parce que effectivement, en 2019, c'était donc avant le Covid, Mm, et donc des boîtes qui proposaient du full remote ou de la flexibilité à ce point-là avant le Covid, il n'y en avait quand même pas tant que ça. ouais, Euh, c'est intéressant. J'ai deux questions sur les différents modes de travail. ouais. Sur le full remote depuis la France, mais est-ce que ça comprend les territoires d'outre-mer qui sont, c'est un peu une question piège, mais toi qui sont du coup décalés en termes d'horaire. C'est plutôt ça ma question en fait. Mm, C'est est-ce que vous arrivez à bosser en asynchrone ou est-ce qu'il faut être dans l'hexagone, on va dire, ou en Corse ou voire même à la Réunion qui est à peu près sur le même fuseau horaire. ouais. Alors, c'est Euh, plutôt, effectivement, aujourd'hui, on va plutôt travailler sur le même fuseau horaire plutôt que de permettre ça dans les ok, dom aujourd'hui. Mais ok. bon point de précision. Ouais, ouais, c'est parce que je viens de 4 ans de Martinique, du coup j'ai un peu ce Ouais. biais-là. Et peut-être on ira un peu plus dans le détail sur le fonctionnement hybride, mais c'est assez intéressant de voir que vous proposiez autant de flexibilité sur de l'hybride. Mm, C'est vrai que souvent les boîtes qui proposent du travail hybride, c'est quand même relativement contraint, tu vois, c'est genre mm, 2 jours ou 3 jours. mm. Et là, d'avoir une entreprise aussi grosse qui propose autant de flexibilité, c'est-à-dire du full remote ou jusqu'aux 5 jours par semaine, c'est très intéressant, c'est très attractif, on est d'accord. Après, Mm. il y a probablement des questions dans lesquelles on ira creuser un peu sur la communication, comment est-ce que tu fais pour organiser des Ouais, équipes qui sont à la fois sur place, à la fois pas sur place, et tout ça, il y a des vrais enjeux clairement. hyper intéressants. Mais peut-être du coup, euh, donc vous avez commencé en 2019, là on est en 2024. Est-ce que tu as un retour sur euh, comme, est-ce que les gens, 5 ans après, qu'est-ce qu'ils en pensent? Quels sont les retours de vos salariés? Mm, J'imagine que les techs sont très contents de pouvoir bosser en full remote. Mais, mhm. tu vois, il y a toujours un peu ce truc qu'on entend en fait, le remote, c'est fait pour les techs, parce que les techs sont des gens associables qui parlent à personne à part à des machines. Et donc, ça leur va bien d'être en télétravail. Vous avez 700 ou 800 collaborateurs, il me semble. Ouais, c'est ça, 750 là. Mm, Euh, donc, il n'y avait pas que des techs, forcément. mm. Et comment est-ce que ça fonctionne, tu vois, en termes de flexibilité? Est-ce que la flexibilité a été aussi bien accueillie par tout le monde? Quels sont le pourcentage de gens qui sont contents, pas contents? Quels sont le pourcentage Ouais. de gens en full remote, etc., etc. Est-ce que ça grossit? Est-ce que ça... Voilà, si tu peux nous donner une petite... de dresser un peu le tableau de la flexibilité chez Blablacar en termes Ouais, de profession. carrément. Carrément, avec plaisir. Et écoute, ça tombe très bien parce que justement, on a reçu, on a envoyé un questionnaire de satisfaction justement sur ce programme-là à nos collaborateurs en novembre dernier. Donc, chiffre assez frais sur comment est-ce que c'est perçu et vécu par nos employés. Donc déjà par rapport, on va dire, à la dimension un peu démographique et au profil type, tu vois, qui part sur du full remote versus hybride. Donc Ok. aujourd'hui, on a 33% de notre staff, de nos employés, qui ont choisi le modèle en full remote. Donc Ok. en 5 ans, on est parti de quelques ingénieurs voilà, à un tiers de notre équipe. Et ce qui est aussi intéressant à soulever, euh, on a aussi posé la question aux profils, aux employés qui étaient hybrides, de savoir si ça les intéressait de candidater ou est-ce qu'ils pensaient à candidater dans les 12 mois à venir à ce setup en full remote. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on en a 33% qui nous Ah ont oui, répondu oui, qui songeaient ou qui allaient candidater à ce setup-là. Donc on voit que c'est ça monte en voilà, fait. une part Ça... vraiment hyper Ouais. importante de notre équipe aujourd'hui qui est voilà, qui est fan en fait de ce Ouais. mode-là. C'est intéressant, ça veut dire que vous avez 200 salariés, vite fait, enfin, à peu près, en full remote, et que Mm. bientôt vous serez presque moitié-moitié. Euh,
full remote et hybride, quoi. Ouais, intéressant, Ouais, effectivement. ouais. On va voir comment ça évolue. Et puis une autre donnée aussi qui est intéressante là-dessus, c'est par rapport aux jeunes recrues chez Blablacar. Ce qu'on voit, Ouais, c'est que 2023, ça a été l'année, et tu me le partageais aussi tout à l'heure, ça a été l'année où en fait on a vu le plus de nouveaux employés choisir ce mode de travail-là. Donc on a 43% des nouveaux qui sont arrivés en 2023 qui sont dans un setup full remote. C'est la ok. première année où on a cette dimension-là. Ah, Donc voilà, donc et c'est clairement voilà, une tendance qui continue à grossir chez nous. est-ce que tu sais si dans les 43% des gens qui choisissent le full remote, c'est des juniors ou pas? Parce que tu sais, on entend beaucoup Ouais, que les juniors, ils préfèrent en fait le retour au bureau, que la Gen Z, en fait, ils n'ont pas envie de faire du télétravail, etc., etc. Est-ce que toi, les chiffres de Blablacar que tu vois, ça va dans le même sens ou pas? ouais. Alors du coup, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que clairement la tranche d'âge qui est la plus friande de ce mode-là, c'est les 30-39 ans. Donc on a Ok, 37%, tu vois, de notre équipe qui est dans ce setup-là. Mais la Gen Z n'est pas du tout et pas non plus, on va dire, limitée. On a 27% de notre staff âgé de 20 à 29 ans qui a opté pour ce setup-là. Donc c'est sûr que c'est moins important. ouais. Mais c'est quand même assez notable tu vois, dans la taille de cette population. Du coup, ok, encore une question, les 30-39, tu penses que Ouais. c'est parce qu'ils ont des enfants? Alors Enfin, je je sais pas pense que ça joue. si tu as les motivations ou pas, mais... Ouais, je pense que ça joue clairement. Voilà, la parentalité, les familles, etc. On voit et puis voilà, Blablacar, c'est aussi une boîte. Il y a 8 ans quand j'y étais, c'était je sais plus 26 ans la moyenne d'âge. Ouais, Là, c'est 34 ans, donc effectivement, ça fait partie aussi de l'histoire de pas mal de nos collaborateurs et ça joue sur pas mal ok. de choses, sur le choix de ce setup-là, sur aussi le rythme de travail, l'importance de se déconnecter, Ouais. séparer la vie pro et la vie perso, ce que permet aussi plus facilement un setup en full remote qu'un setup hybride. Et inversement, de l'autre côté du spectre, vous avez des seniors, des 50 ans et plus. Ouais. Et est-ce qu'ils sont en full remote aussi? Est-ce qu'ils sont plus friands, moins friands? C'est intéressant hein, en termes Ouais. démographiques. Alors 50-59 ans, on a 18% de notre staff, donc c'est les moins friands Ok. Ah, mais quand même. de ce modèle-là. Mais voilà, on a quand même quasiment un cinquième de cette audience qui a choisi ce mode-là. Ok. Ok. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir des chiffres parce que toi, sur ce podcast, on en parle beaucoup et tout ça, mais en fait, régulièrement, moi, j'ai un peu le contre-argument de dire, ou les détracteurs qui disent non, mais en fait, c'est une niche, c'est des startups, Mm. etc., etc. Et j'avais déjà reçu Dropbox. Eux, ils Ouais. sont 4000, je crois. Et donc, ils ont fait une migration vers du full remote complet, eux, pour le coup. Et donc, c'est intéressant toujours de voir, toi, les grosses entreprises avec une grosse diversité, à la fois d'âge et de profession, migrer sur des modes de travail comme ça, et en fait, de voir que Mm. ça fonctionne, que les gens sont contents et tout ça. Et en plus, si c'est chiffré, c'est encore mieux. Et du coup, en termes de... Du coup, je vais te poser plein de questions sur les chiffres parce que je trouve ça hyper Parfait. intéressant. J'adore ça. Et en termes de profession, est-ce que tu Ouais. as la répartition hybride et remote en fonction Ouais. des différentes professions? Ouais, tout à fait. Donc, je peux te dire un peu par département. Ouais. Donc, effectivement, product et engineering, c'est sans trop de surprise la Mhm. population la plus friande. Donc, on a 40% de notre staff qui est en full remote. Ok. Après, on a notre équipe customer. Donc là, on va inclure tout ce qui est donc toute notre équipe marketing, brand, communication corporate et l'équipe relations membres ou relations clients, comme on Ok. peut l'appeler en externe. Voilà. Et eux, c'est 35% du staff Ok. qui est en full remote. L'équipe relations clients, ça a été aussi une des premières avec l'équipe engineering à choisir ce modèle-là, en tout cas certains employés à choisir ce modèle-là. Euh, voilà, donc c'est aussi Ok. une équipe importante. Sur le reste, un peu plus G&A, donc les équipes people, juridiques, finance, on est à peu près à 15%. Ok. Donc voilà, et le reste, on est ouais, autour de entre 15-20%, quoi, à peu près. Au-delà de ces deux équipes
côté customer et tech. Et ça, c'est des chiffres pour les full remote, hein, on est d'accord? Ouais, tout à fait. Et après, le reste, effectivement, a choisi un mode hybride qui, comme tu le rappelais, est aussi très flexible. Et voilà, chacun peut un peu choisir le mode de travail qui le convient. Ok, et pour aller encore plus loin dans les chiffres ou dans le détail, si tu les as, est-ce que par exemple les équipes qui sont peu friandes de full remote, est-ce que tu as la moyenne de fréquentation du bureau ou, tu vois, est-ce qu'elles sont 5 jours par semaine au bureau? Est-ce que c'est plutôt 2-3 est-ce que c'est Ouais, réparti pareil en fonction des équipes? ouais. Alors, je peux te donner ça. Tac, tac, tac. Euh, que je regarde sur l'usage, que je te donne les bons chiffres. Donc, on a en gros 41% qui vient au bureau 1 à 2 jours par semaine. Donc, c'est la plus grosse proportion. On a Ok, 34% qui vient 3-4 jours par semaine. 5% qui vient tous les jours. ok. Ah, c'est Mm. intéressant. Il y a quasiment Mm. personne ne vient tous les jours en fait. Très peu. Ouais, Ouais. très peu. Ouais, effectivement. Ouais, très intéressant, ok. Et du coup, ça pose des vraies questions en termes de comment est-ce que vous faites, parce que ça peut être quand même assez vite l'enfer, j'imagine, en termes d'organisation et de communication. On en parlait tout à l'heure, Mm. entre des gens qui ne sont, on parlait tout à l'heure par exemple des équipes tech, où il y a 50% des gens qui sont en full remote complet, Mm. donc il y a 50% des gens qui sont en hybride, qui viennent 2-3 jours par semaine au bureau. Mm. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette asymétrie entre les gens qui se parlent du coup en physique et puis les gens qui sont à des centaines de kilomètres? Tu vois, est-ce que vous avez testé plein de trucs et maintenant que ça fait 5 ans, quel est le modèle qui fonctionne? Tu vois, si on a quelqu'un là des auditeurs qui nous écoutent, Mm. des bonnes pratiques de ce qui fonctionne chez vous après plusieurs années de pratique avec Ouais. autant de diversité de modes de travail, quoi. Ouais, ouais, clairement. Alors, je pense que déjà, un point important à savoir par rapport aussi à l'histoire de Blablacar, c'est qu'avant même qu'on mette ce programme-là en place, tu vois, en 2019, euh, on avait une équipe très internationale. Donc, on va dire au climax de notre histoire, on avait des équipes dans 11 pays différents Ok, avec une approche de travail et de collaboration extrêmement forte entre les équipes internationales. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que ça, en fait, on avait déjà travaillé sur comment est-ce qu'on travaille en asynchrone entre une ok, équipe qui est basée en Pologne et une équipe qui est basée au Brésil. Comment est-ce qu'on documente les informations, comment est-ce qu'on travaille aussi sur des politiques d'engagement, d'onboarding qui puissent ouais, voilà, rassembler, on va dire, ces différentes populations. Donc, ouais, donc je pense il y a un historique, il n'y a pas eu un shift énorme, on va dire, quand on est passé à remote. Alors bien sûr, on a mis plein de choses en place, mais voilà, je pense qu'il y avait déjà un terreau assez fertile. Pareil, ok, tu vois, sur des choses assez bêtes, mais tout ce qui est, on va dire, politique, IT, outils, ressources, etc. Voilà, on avait déjà des setups où tu étais en meeting, tu avais de la visio, tu avais du présentiel. Enfin, ouais, ouais, donc ça, je pense que déjà, c'est un peu un prérequis qui est important de se dire, bah voilà, le setup, on va dire pratique, matériel, est le bon et fonctionne pour tout le monde. Parce qu'on a pu voir au temps du Covid, quand voilà, des entreprises passaient sur ce mode-là, c'est pas toujours facile ouais, voilà, d'avoir les bons outils pour travailler et échanger ensemble. Donc ça, voilà, je pense que c'est un peu un préliminaire qu'on avait à l'époque. ok, Euh, après, alors effectivement, je pense qu'il y a un point qui est hyper important et tu le partageais, c'est sur la communication. La communication. Et je le diviserai en deux parties. Je pense qu'il y a une première partie sur la sensibilisation et la formation des managers, mais aussi des contributeurs individuels ok, à ce mode de travail-là, parce que c'est pas forcément naturel pour tout le monde. Et du coup, on a travaillé sur pas mal de,
en fait de guides pratiques et de formation interne sur déjà voilà comment organiser son espace de travail à la maison, comment arriver à se déconnecter, comment communiquer en asynchrone, quel outil, quel est l'objectif de quel outil, quels sont les tips pour travailler en asynchrone, comment organiser un team building en remote, etc. Donc voilà, on a énormément de documentation pour permettre à chacun de comprendre comment utiliser et comment travailler ensemble, tout simplement. Hyper intéressant. Donc, je pense qu'il y a ce premier point. Et après, le deuxième, aussi en termes de communication, c'est créer des rituels d'équipe et au niveau de l'entreprise qui soient, anticipés. C'est-à-dire qu'effectivement, ce setup hyper flexible te permet pas de dire dans une semaine, on organise je sais pas quoi. Non, ça demande de l'anticipation. Donc ça, c'est aussi une éducation pour les managers, mais pour également l'équipe culture engagement de donner de la perspective pour que chacun puisse s'organiser. Voilà. Donc ça, c'est un élément important et créer des rituels d'équipe. Donc ça peut être des team building. Tu vois, on a mis en place aussi un budget de team building que les managers puissent utiliser pour se dire une fois par mois, quand je sais que j'ai mon équipe qui est en full remote qui vient au siège à Paris, parce que du coup c'est le modèle qu'on a choisi. Voilà, j'organise une après-midi team building, je ne sais quoi, une session de travail sur je ne sais pas quelle thématique. Et voilà, donc il y a un budget aussi, il y a un investissement pour que les managers puissent créer des connexions et créer de la cohésion en fait au sein de leur équipe. Ok. Et vous n'avez pas trop de problématiques d'asymétrie d'information ou de diffusion de l'information entre les gens qui sont au bureau et qui se voient toutes les semaines et les gens qui sont à Nantes par exemple ou à Marseille et qui du coup pourraient se sentir un peu isolés parce qu'ils n'ont pas les relations, ils n'ont pas la machine à café en fait, la fameuse machine à café. Et si vous n'avez pas ce problème-là, qu'est-ce que vous avez mis en place pour essayer de lisser les différences de communication entre ces deux types de population? Ouais, carrément, très bon point. Alors, c'est jamais parfait et je pense que ça reste un challenge, tu vois, sur lequel on cherche à s'améliorer en continu. Mais je dirais, le premier point, c'est que je pense qu'on est une boîte tech et effectivement, on a une grosse part de notre staff qui est côté donc, tech. Et je pense que de leur côté, il y a quand même on va dire des approches qui sont de documenter tout ce que tu fais. Et donc, je pense que ça a permis, tu vois, aussi d'infuser ça dans l'ensemble de l'entreprise pour créer ces rituels de se dire, en fait, tu documentes tout. Dès qu'il y a une nouvelle ou autre, tu le documentes. Donc ça, je pense que c'est un point. Après, sur le côté un peu isolement, effectivement, des personnes qui sont en full remote, je pense qu'il est super important pour que ça fonctionne, c'est que l'entreprise investisse financièrement, je parle, dans un programme hybride, full remote, etc. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le permettent, mais bon, tu le finances pas. Et c'est là, je pense, que tu risques d'avoir un décrochage et qu'en fait, les gens, effectivement, ça coûte cher de venir sur Paris ou au siège, de te loger, etc. Alors que nous, on a vraiment voulu investir. Donc, on a un budget assez conséquent, tu vois, pour permettre ce mode de travail-là et notamment en full remote. Typiquement, pour la France, on permet à chaque full remote de revenir donc une fois par mois au siège. Ils ont un budget de 500 € pour donc prendre leurs moyens de transport, se loger sur Paris. On a créé des partenariats avec des hôtels à proximité du bureau. Donc voilà, plus un budget pour organiser son setup de travail chez soi. On a là, ça c'est arrivé au fil, on va dire, du programme, et on a aussi créé des hubs. Donc en fait, la philosophie, c'est de se dire, à partir du moment où on a 7 employés qui travaillent, tu vois, dans une même ville ou à proximité d'une même ville, Blablacar va financer un espace de cowork permanent pour permettre à ces employés-là de venir,
avec un budget pareil pour organiser des événements, etc. Donc aujourd'hui en France, on a 4 hubs en plus de notre siège à Paris, ce qui permet à plus petite échelle, mais de recréer aussi, tu vois, ce lien, cette connexion avec tes collègues. Donc je pense que cette dimension d'investissement, et notamment financier, elle est importante pour faciliter tout simplement le retour, tu vois, au siège et la connexion avec tes collègues. Ok, intéressant le côté investissement. J'avais vu ça sur les hubs et je trouve que c'est super cool. Parce que, pareil, encore une fois, il y a des boîtes qui font ça souvent en disant si on est deux dans la même boîte, on peut aller travailler en espace de coworking, mais c'est jamais vraiment formalisé. Et le fait d'avoir des mini Blablacar, des mini antennes de Blablacar comme ça dans les espaces de cowork, en plus, je trouve que c'est une super bonne idée. Sur tout ce qui est matos perso, enfin plutôt pour les gens qui sont en full remote ou peut-être même les gens qui sont en hybride, est-ce que du coup, il y a un budget et peut-être des recos aussi sur prendre une chaise, un bureau, comment s'installer, l'ergonomie, etc., etc. Il y a des choses là-dessus? Ouais, donc alors du coup pour tous les employés, remote ou hybride, il y a un budget donc pour la France de 450 €. Donc c'est du one shot, tu vois, pour te permettre de financer ou cofinancer un bureau, une chaise avec, comme tu disais, des tips sur c'est quoi une chaise ergonomique. Ça, c'était un truc pendant le Covid, tu vois, où chacun voulait avoir une chambre un peu stylée dans son salon et on avait notre responsable justement QVT qui nous disait ah bah non en fait ça ne fait pas partie du catalogue, il faut voilà les chaises qui sont pas toujours canon mais en tout cas ergonomiques et qui permettent de travailler correctement. Pareil casque, qu'est-ce qu'on a les pour les filles, etc. Enfin voilà, tu as un peu une gamme de effectivement d'outils qu'on finance. Là on a justement dans le questionnaire, on avait cette question de se dire est-ce que il n'y a pas un renouvellement de ce budget-là parce qu'au bout d'un moment, ton matériel peut être obsolète, donc c'est quelque chose qu'on va étudier. Mais voilà, effectivement, c'est quelque chose qu'on propose pour permettre le meilleur setup possible à la maison. Là, après 5 ans de flexibilité, on va dire ça comme ça, pour regrouper un peu les deux modes de travail, tu dirais que c'était quoi les plus gros défis auxquels vous avez dû faire face et évidemment, comment est-ce que vous avez réussi quelles sont les choses que vous avez mis en place pour lisser ou pour passer au-dessus? Ouais. Alors, le plus gros défi, je pense que ça a quand même été pendant la phase Covid. C'est-à-dire que même si on a commencé à mettre en place ce programme-là avant, on avait, voilà, ce qui arrive souvent, mais tu avais quand même des personnes qui étaient un peu sceptiques sur voilà, comment ça va se passer, est-ce que la productivité va être la même, voilà. Donc ça, un des leviers qu'on a eu, c'était avec le Covid, de toute façon, personne n'a pas eu le choix. Ça a été un test à grande échelle. Mais donc, du coup, ça a été accompagné, en fait, les managers à travailler dans ce mode dans ce setup-là de full remote, comment aussi mieux cadrer, tu vas mieux organiser tes meetings avec un ordre de jour, etc. Comment mieux cadrer les objectifs et les attentes que tu peux avoir sur ton équipe et comment créer aussi des rituels donc online de cohésion d'équipe pour garder une dynamique d'équipe. Donc ça, clairement, ça a été, je pense, un challenge sur lequel on a pas mal investi et pas mal travaillé. Là, un deuxième challenge qu'on a et sur lequel on va travailler cette année, c'est la phase d'onboarding, l'expérience d'onboarding. C'est-à-dire que chez nous, donc le recrutement depuis le Covid, on est passé sur du full online, donc tout se fait en distanciel. Ce qui pose aussi la question, parfois on se dit, est-ce qu'il ne faudrait pas quand même qu'on puisse inviter, tu vois, les candidats au bureau, parce qu'en plus on a des bureaux assez sympas, et puis bon, ça donne aussi un peu comment dire, un aperçu, tu vois, de la culture de Blablacar. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, on est en full online. Et du coup, tu as cette phase d'onboarding qui est assez cruciale parce que tu commences à venir au bureau, tu rencontres tes collègues en vrai.
Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'on aimerait améliorer pour s'assurer. On a les cas de le manager est en full remote, la nouvelle personne dans l'équipe est en hybride, elle arrive le premier jour, son manager n'est pas forcément là, etc. Donc, tu vois, ça, c'est des choses qu'on aimerait améliorer pour vraiment proposer une expérience hyper positive dès le début et puis voilà, bien comprendre la culture d'entreprise, commencer à engager les nouveaux. Donc ça c'est un challenge. Donc c'est une des actions qu'on a mises en place mais qui n'est pas suffisante. C'est de doubler en fait le budget pour les full remote sur les 3 premiers mois au démarrage. Tu passes de 500 à 1000 euros pour leur permettre de venir plus régulièrement, tu vois, 2-3 fois dans le mois et rencontrer leurs équipes. Donc c'est un premier step, mais voilà, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Et puis le troisième aspect, alors ce qu'on a pu voir dans les résultats de notre questionnaire de satisfaction, c'est que c'est une part vraiment minime de l'équipe, mais c'est hyper important pour nous de travailler dessus. C'est sur la capacité à se déconnecter. On a des 4 personnes, tu vois, qui parlent aussi d'isolement, que c'est pas forcément évident de se connecter, notamment avec des personnes au-delà de son équipe directe. Et voilà. Et donc du coup, ça c'est quelque chose sur lequel on a envie de travailler. On a commencé un partenariat il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant avec Mocaker. Donc on organise des ateliers sur ces dimensions-là. Mais on aimerait aller aussi plus loin. Donc voilà un peu 3 challenges qu'on a pu avoir ou qu'on a aujourd'hui sur ce mode-là. Ok, sur l'onboarding, j'ai fait un épisode de podcast avec Boon Manager, qui est une petite PME, enfin une PME française qui est assez balèze sur création de culture, etc., etc. Et on a fait un épisode dédié sur l'onboarding. J'écouterai. Ouais, tu peux aller écouter. En fait, en gros, il s'appuie sur, je pense, essentiellement du parrainage. Tu vois, dès le début, en fait, le nouveau, il est parrainé par quelqu'un qui n'est pas forcément dans son équipe. Et après, ils mettent en place beaucoup de rituels et d'échanges avec des gens, pas forcément de l'équipe d'ailleurs. Tu vois, histoire de mixer un peu tout le monde et que la personne puisse rencontrer beaucoup de gens. Et puis après, il y a vraiment l'onboarding technique, on va dire métier, qui du coup avec quelqu'un de l'équipe et encore. Et eux, ils sont en full remote pur et dur. Donc, donc il y a des choses intéressantes, mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué. Et eux, ils ont un onboarding qui dure assez longtemps et qui est aussi hyper basé sur à la fois la confiance et la transparence, qui sont toujours un peu les mêmes piliers quand tu fais du remote. Donc c'est intéressant. Ouais, si tu vas l'écouter, tu pourras. Et je sais plus ce que je voulais dire ensuite, c'est pas grave. Si, voilà, sur la formation des managers, pareil, c'est hyper intéressant, ça mériterait presque un épisode en entier. On a fait un épisode avec Job Gazon aussi, juste avant. Trop bien. Parce que je pense que vraiment le plus gros défi est là, et encore plus sur une boîte tu vois, qui fait plusieurs centaines de personnes comme Blablacar. Il y a un vrai truc sur effectivement les managers, et du coup, est-ce que vous avez réussi, est-ce que vous avez réellement changé même vos modes de management en essayant de former les managers à manager par objectif, ce genre de choses? Est-ce qu'il y a eu une vraie grosse transition, et est-ce que du coup il y a eu des réticences? Est-ce que ça s'est fait dans la douleur ou pas, vraiment sur l'aspect formation manager? Ouais. Alors du coup sur cet aspect-là, comme tu le disais sur la partie fixation d'objectifs, organisation des meetings, cohésion d'équipe, etc. On a formé, on a donné des conseils, on a différentes documentations à la disposition des managers là-dessus. On a aussi un accompagnement depuis 2 ans et demi maintenant par les responsables RH et HRBP qui permettent aussi de créer des liens, tu vois, entre des managers qui sont full remote, d'avoir plus d'échanges, on va dire, entre pairs là-dessus. Donc on va dire qu'on a renforcé ce qu'on avait déjà avant pour justement permettre de donner un cadre et d'équiper les managers pour gérer ces équipes ayant choisi différents modes de travail.
Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est vrai que souvent, ce qu'on reproche un peu au full remote, c'est cette partie un peu relation interpersonnelle, que ce soit avec ton manager ou avec ton équipe. Et tu vois, ce qu'on a pu voir là dans les retours de nos employés, c'est qu'on a 92% tu vois, des employés qui sont satisfaits ou hyper satisfaits du soutien de leur manager, peu importe si eux sont en remote ou hybride, ou que leurs managers sont en remote ou en hybride. Donc je pense que encore une fois, il y a toujours des choses à améliorer. Mais voilà, je pense que la grosse partie du travail a été fait et qu'aujourd'hui on est dans un setup qui fonctionne bien. Comme tu le disais, je pense que la notion de confiance est clé dans une relation manager-managee, mais encore plus en full remote. Et voilà, et du coup, ça, je pense que ça a aussi été quelque chose qu'on a renforcé sur l'importance de cette notion de transparence, notamment tu vois, avec plus de feedback réguliers qui sont partagés. Parce que parfois, c'est vrai qu'en asynchrone, tu peux imaginer quelque chose en lisant, mais voilà, d'avoir du feedback oral et concret, c'est aussi un des leviers de transparence et de confiance supplémentaire. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en plus, vous avez des managers qui ne sont pas forcément dans le même mode de travail que les collaborateurs. Tu peux avoir effectivement ton manager est en full remote donc tu ne vois jamais et toi, tu es au bureau tous les jours ou inversement. Et effectivement, ça doit être intéressant. Et c'est hyper intéressant de voir que au final, la très grande majorité est satisfaite de comment ça fonctionne. Est-ce que vous partagez ce genre de documentation ou c'est des documentations internes ou est-ce qu'il y a des fiches publiques ou des choses comme ça? Parce que c'est des bonnes pratiques alors qu'on n'a pas forcément. Je pense qu'on l'a pas fait récemment, mais je sais qu'au moment du Covid, on avait travaillé, tu vois, sur pas mal de guides pratiques, sur pas mal de thématiques liées au remote qu'on avait partagé en externe. De manière générale, on est toujours ravis de partager ça. Un de nos principes, c'est share more, learn more. Donc plutôt dans le partage, que ce soit en interne ou en externe. Donc avec plaisir. Pour partager un peu nos tips. J'irai voir, J'irai voir parce que c'est hyper intéressant. Encore une fois, grosse entreprise, plein de gens, beaucoup de diversité de profils, 5 ans d'expérience qui commence à être beaucoup en termes de remote. Et en francophone, on n'a pas beaucoup de retours d'expérience, on n'a pas beaucoup de best practice et tout ça. J'essaie de le faire un petit peu avec le podcast, mais ça manque de contenu écrit, etc. Donc carrément, si vous avez des tips, avec plaisir. Donc du coup, depuis ces 5 ans, est-ce que vous avez vu des différences en termes de... Parce que pareil, c'est des choses qu'on entend souvent sur l'engagement des salariés, tu vois, la culture d'entreprise aussi. Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Est-ce que vous avez réussi à maintenir un engagement de salariés suffisant? Est-ce que vous avez du mal à continuer à créer la culture d'entreprise avec la moitié des techs qui sont en dehors et 35% des salariés en full remote? Toute cette question engagement et culture. Ouais, carrément. Alors, c'est un des sujets sur lequel on va se poser notamment prochainement, sur lequel le leadership va se poser sur notamment, tu vois, comment est-ce qu'on repense potentiellement nos valeurs, notre un peu corpus de valeurs et de principes chez Blablacar dans ce nouveau mode de travail, cette nouvelle réalité qu'on a aujourd'hui. Donc il y a ce travail qui va être amorcé sur comment est-ce que on fait évoluer notre culture pour que ça soit plus en phase avec cette réalité-là. Après, sur le sentiment, alors on a différents chiffres à partager là-dessus. Sur le sentiment d'appartenance, alors c'est pas forcément une question qu'on avait posée il y a 5 ans, donc je te dis là mais je saurais pas forcément dire l'évolution, mais ce qu'on voit c'est qu'on a 82% tu vois de l'équipe qui a un sentiment d'appartenance fort à Blablacar, à la culture
à la culture d'entreprise. Ok. Donc ça reste, tu vois, assez élevé. Ouais. Et ce qu'on voit aussi en termes d'engagement, c'est que on a posé la question, tu vois, à nos collaborateurs sur voilà, est-ce que ce programme-là de flexibilité, notamment cette politique nomade, quel est le poids dans la décision de rester chez Blablacar? Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a 95% des employés qui considèrent que c'est important ou très important. Donc c'est Ok. voilà, un levier de rétention qui est important, un levier d'engagement et de rétention qui est hyper Ok. important chez nous. Et Donc voilà, après idem sur le recrutement? idem sur le recrutement, Ouais. alors ouais, donc là on a fait l'étude sur nos employés actuels, donc Ouais. tous n'ont pas rejoint Blablacar, le programme n'était pas forcément encore en place, Ok. mais on a 68%, tu vois, pour qui ça a été important dans leur décision de rejoindre Blablacar. Ok. Ouais, donc c'est en fait Paris réussi quoi. C'est-à-dire que vous avez fait. Ouais, je pense que vraiment au global c'est Paris. Paris réussi. Comme tu dis, voilà, encore une fois, ça demande de l'investissement, ça demande d'écouter aussi en permanence ses employés, de travailler sur des améliorations voilà, continues, comme je te disais là, l'onboarding. Là, on a des questions aussi budget, tu vois, avec voilà, l'inflation qui arrive, etc. Donc, voilà, je pense voilà, ça demande un investissement constant. Mais je pense que Paris réussit, voilà, au global pour nous, clairement. Ouais. Ok. Intéressant. D'un point de vue peut-être financier, je ne sais pas si tu as la réponse d'ailleurs, mais d'un point de vue financier, est-ce que tu sais si, parce que vous avez changé de locaux entre-temps aussi, Ouais. mais est-ce que est-ce que tu penses que d'un point de vue financier, le bilan est positif aussi? Est-ce que ça coûte moins cher à l'entreprise d'avoir ce fonctionnement-là Ouais. ou pas? Est-ce que tu as l'info d'ailleurs? Je ne sais même pas Alors, si tu as l'info. j'ai pas l'info, franchement, on n'a pas fait. On avait fait plutôt le calcul de un peu les coûts fixes, tu vois, d'une personne en full remote versus hybride qui vient au travail. Ça coûte pas forcément moins cher. Clairement, faut Ouais, pas avoir la volonté de mettre ça en place pour une question de réduction de coûts parce que je pense pas du tout. Encore une fois, si tu veux que ça fonctionne, il y a un investissement qui est à mettre ouais, au niveau de l'entreprise, donc je pense pas que ça fonctionne. Et on n'a pas fait, tu vois, l'étude de se dire par rapport notamment à la rétention, tu vois, au taux de tenure qu'on a chez Blablacar, je sais pas comment on dit, durée de l'expérience professionnelle chez Blablacar. ouais. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de dimensions à mettre en lumière pour vraiment que tu arrives à évaluer le coût et c'est pas un exercice qu'on a fait aujourd'hui. Ok, ok, ok. Ouais, en fait, effectivement, le truc de dire on va plus avoir de bureaux ou des bureaux plus petits et Ouais, du coup on va gagner de l'argent. non, Je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça vraiment. Ouais. non. Ouais. En tout cas, pour nous, c'est pas du tout. Voilà, ça n'a pas été notre démarche là. C'est pas quelque chose, voilà, sur lequel, voilà, on va faire une économie de coûts. Je pense au contraire. Donc, voilà, c'est Ouais. plutôt, je pense, sur vraiment l'engagement des employés, la rétention, la productivité aussi. Alors, on en parle beaucoup, tu vois, de se dire, bah, est-ce que un employé plus productif au travail ou Ouais. enfin chez lui, je veux dire, ou au bureau. Nous, on a pareil, les remontées des employés qu'on a eues, on a un sentiment des employés d'être beaucoup plus productifs de chez eux qu'au bureau. Ok. Ouais. Ce qui aussi fait sens parce qu'au bureau, la raison pour laquelle ils choisissent de venir au bureau, c'est pour les interactions sociales. Donc, l'idée, c'est pas que Ouais. tu enchaînes ta journée de réunion et voilà, ton travail comme tu pourrais le faire depuis chez toi. Donc, c'est assez normal. Euh, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas un sentiment d'être moins productif. Et je pense que c'est aussi une dimension qu'il faudrait calculer si on veut voilà, Ouais. avoir une vue globale, tu vois, sur le coût pour l'entreprise. Ouais. C'est compliqué de mettre un chiffre vraiment sur ce que tu gagnes ou perds en passant en full remote. Ouais, clairement, clairement. Mais rien que le fait de pouvoir recruter plus facilement et de garder tes employés plus longtemps, Ouais, en vrai, je pense que tu es probablement gagnant d'un point de vue ouais, financier parce que ça t'aide à grossir plus vite, à pas refaire de recrutement parce que tout le monde ne s'en va pas, etc. etc. Donc, ouais. ok, intéressant. Peut-être deux petits mots avant de finir ce podcast sur les nouveaux locaux. Du coup, vous avez déménagé entre-temps Ouais. dans des locaux qui, du coup, sont plus adaptés, j'imagine, à votre nouveau mode de fonctionnement.
Et j'ai vu du coup que vous étiez très flexible et que même vous sous-louez des morceaux de Ouais. bureau Mm. en fonction de l'occupation, etc., etc. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous expliquer un peu à quel point vous êtes flexible sur ça? C'est intéressant. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, on a changé en mars 2021, donc pleine phase Covid, où on se posait la question de est-ce qu'on a des gens qui vont revenir au Ouais, bureau, est-ce qu'on a fait le bon pari, etc. Donc, effectivement, nos espaces de travail sont un peu similaires à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire open space, beaucoup de d'espaces aussi informels, parce qu'aujourd'hui, voilà, clairement, une des raisons principales euh, pour laquelle les gens viennent au bureau, c'est pour ces relations sociales. ouais, Donc voilà, on a beaucoup d'espaces comme ça. Et effectivement, on a plusieurs sous-locataires. Bon, après, ça te permet pas d'avoir une flexibilité, au on jour va le jour, dire, ouais, ouais, court terme, parce que bon, tu as des baux, il y a une certaine durée, ouais, etc. Mais c'est vrai que voilà, sur une approche, on va dire moyen terme, ça te permet de te dire, bah, effectivement, là, j'ai des enjeux de recrutement, je vais recruter 200 personnes. Voilà, c'est quelque chose sur lequel, effectivement, tu peux toujours être flexible et moduler en fonction de comment tu crois et comment évolue la boîte, quoi. En fait, si je comprends bien, quand vous avez choisi de déménager et quand vous avez Mm. monté le projet de déménagement, vous avez pris des locaux exprès trop grands en se disant on va sous-louer en fonction de l'occupation réelle. Et comme ça, si on grossit, on aura les locaux directement, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, ça permettait d'avoir cette flexibilité là. Alors, il faut savoir que le début de la réflexion sur ces locaux-là, parce qu'il y a eu un investissement et un partenariat hyper fort de Blablacar pour imaginer avec le cabinet d'architectes cet espace-là, s'assurer que ça soit aussi un immeuble un peu à la pointe en termes d'efficacité énergétique et d'impact environnemental. Donc ce travail-là, il a commencé 2 ans avant, tu vois. Donc c'était Ok, avant Covid. ouais, Donc même si on avait commencé à travailler sur le programme, je pense qu'on n'imaginait pas l'ampleur que ça allait prendre et clairement le Covid a créé une dynamique hyper positive par rapport à ça, une adoption très forte. ouais. Euh, donc voilà, mais effectivement le fait de permettre cette flexibilité-là, de soit effectivement on grossit et toute l'équipe veut être au bureau et on a cette capacité-là, ou voilà, il y a ce Ou l'inverse, programme-là ouais. qui se développe et Ouais, exactement. ok. Ok, hyper intéressant ton retour d'expérience sur les différentes années de remote et la migration. Euh, Je finis toujours le podcast avec à peu près la même question que j'arrange en fonction de l'invité et du sujet. Si, si tu devais donner quelques conseils à une boîte d'à peu près de la taille de Blablacar, on va dire 1 millier de personnes, qui est une boîte classique en présentiel Mm. et qui veut passer sur un fonctionnement hybride ou même full remote, quels sont les deux, trois trucs sur lesquels il faut mettre des points d'attention et peut-être ou même quelques tips qui vous ont aidé au début ou qui vous auraient aidé à aller plus vite sur la démarche. Ouais, ouais. Alors, je pense que la première chose, c'est d'écouter ses collaborateurs pour comprendre en fait les besoins de tes utilisateurs, Ouais, comprendre leurs besoins, leurs attentes, etc. Pour voilà, déjà te baser là-dessus. Ça, je pense, c'est hyper important. Euh, le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'avoir une démarche itérative, c'est-à-dire de ne pas se dire waouh, c'est super tendance ou c'est un levier d'attraction énorme, on change tout, on révolutionne, etc. Plutôt ouais, de se dire, bah voilà, on va commencer par voilà, une équipe, un département, une audience particulière à qui on va permettre ça. Euh, et ensuite d'itérer, d'avoir des ok, retours terrain. Donc, c'est quelque chose qu'on a énormément fait en 2019, tu vois, quand on a mis ça en place, de dire, bah, voilà, comment ça se passe pour vous, est-ce que ça fonctionne, c'est quoi vos contraintes, vos difficultés, etc. Et ce qui te permet voilà, d'ajuster ton programme ou ta politique avant de potentiellement la scaler à l'ensemble de la boîte. ok, Donc ça, je pense que c'est aussi super important. Et troisième, c'est voilà, je pense d'avoir une démarche
vraiment volontariste pour changer les choses, qui soient initiées, en tout cas adoptées au niveau du leadership, parce que encore une fois, ça demande un investissement, que ça soit financier, dans la formation de tes managers, dans l'évolution aussi de ta façon de faire de l'engagement. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment que ce soit un projet qui soit porté voilà, par la direction et sur laquelle ils sont prêts à investir en temps et en finance, tout simplement. Ok, une question sur le test and learn. Vous avez choisi de commencer par les techs en disant on va mettre les techs en remote et on verra ce que ça donne. Est-ce que du coup, avec le retour d'expérience, est-ce que c'était la bonne façon de faire ou... Parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que les techs, par définition, ils seront friands du truc. Ils sont pas forcément complètement représentatifs. Tu disais tout à l'heure sur les chiffres, il y a 15% des HR des RH qui sont en full remote, par exemple, alors qu'il y a 40% des techs. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu de commencer par une population plus réticente pour voir ce que ça donne et en se disant si eux ils sont heureux et ils y vont, bah en fait les techs ils iront quoi qu'il arrive. Tu vois, sur ce truc-là. Ouais, bah après nous on est vraiment parti des besoins, tu vois. Enfin, je pense pour déjà le recrutement, du besoin et de recrutement qu'on avait à ce moment-là, et aussi des attentes, on va dire, des collaborateurs. Donc, l'idée c'était pas de forcer la main, mais plutôt de se dire bah on va créer déjà les bases pour que le modèle fonctionne, pour après potentiellement permettre ça à des populations qui sont peut-être plus réfractaires ou voilà, moins engagées. Après, encore une fois, on force personne, donc c'est juste, enfin voilà, nous l'enjeu c'était de proposer une autre forme de mode de travail pour apporter plus de flexibilité et te permettre d'attirer et de retenir d'autres profils qu'on n'avait pas si on changeait pas. Mais voilà, on force personne et chacun encore une fois choisit le modèle qui lui convient le mieux. Ok, en fait, vous avez fait la chose dans l'autre sens. C'est moi qui avais mal compris le truc. En fait, vous avez ouvert une porte avec les techs parce qu'ils en avaient besoin et envie. Et puis, en fait, tout le monde est rentré dans cette porte, quoi. Okay. Exactement. Ok. Bah écoute, Alban, je pense qu'on a fait le tour. Hyper intéressant, encore une fois, le retour d'expérience. Merci d'être venu et d'avoir partagé autant de trucs, autant de chiffres. Avec plaisir. Je sens que je vais beaucoup me resservir de cet épisode à chaque fois que je tombe sur des détracteurs en disant mais si ça marche avec tu vois des retours objectifs. En fait c'est relativement rare, on en trouve assez peu en fait, je trouve. Au-delà du oui ça marche, oui ça peut marcher, tu vois, avoir des chiffres avec population par population, etc. C'est vraiment hyper intéressant. Donc merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Et ben écoute, avec plaisir, et n'hésite pas si tu as des questions ou voilà, besoin de revenir sur certains sujets. C'est voilà, une super expérience aussi d'avoir vécu ça pour moi chez Blablacar et de le vivre encore aujourd'hui. Donc ravie de partager mon retour d'expérience. Ça marche. Où est-ce qu'on peut te contacter facilement si j'ai des auditeurs qui ont des questions? Sur LinkedIn peut-être? LinkedIn, ouais, c'est parfait. Ok. Ben, je mettrai ton LinkedIn en description. Okay. Et puis merci beaucoup pour aujourd'hui, Alban. Merci à toi. Merci à toi, Xavier. À plus tard. Au revoir.